L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Allô ma boîte de Pandore, c'est Vincent et aujourd'hui je te présente mon quoi de neuf Vince du mois d'août 2018. Dans cette vidéo, je vais te présenter différents jeux auxquels j'ai joué pendant le mois d'août ainsi que mon opinion personnelle sur ceux-ci. Merci beaucoup de suivre ces vidéos-là régulièrement. Mois après mois, on réalise que les gens apprécient que l'on fasse ces vidéos. Je le sais que bon, on est assis devant une caméra puis on fait juste dire du blabla, mais quand même, il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on pense de différents jeux et on voit beaucoup de gens qui ont un plaisir à regarder ça et aussi à nous donner leur opinion personnelle sur ces jeux que l'on mentionne ou tout simplement des coups de cœur qu'ils ont eu pendant le mois. C'est super cool. J'aime beaucoup en fait la relation que je peux créer avec des gens qui vont tout simplement laisser un commentaire. Puis bon, on regarde, même si on se connaît pas personnellement, même si on habite à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, on est quand même capable de pouvoir avoir cette discussion-là. Je trouve ça super le fun, sérieusement. D'ailleurs, il va y avoir une deuxième partie dans la vidéo qui va être un petit peu sur ma vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans le mois d'août. En effet, j'ai pas eu un super bon mois, puis j'ai envie de t'en parler. Écoute, si ça te tente, va voir ça, pas de problème, puis tu me diras ce que t'en penses. Puis si, écoute, tu trouves que c'est pas pertinent, puis que j'aimerais juste me concentrer sur la section de jeux joués et mon opinion sur ceux-ci, et je vais pas le dire dans les commentaires, je suis super ouvert par rapport à tout ça. Dans la description, tu vas pouvoir retrouver des timestamps pour te diriger dans la vidéo. Tu vas pouvoir savoir en fait de quel jeu j'ai joué et à quel moment j'en parle dans la vidéo. Tu auras juste à cliquer sur le petit timestamp et bam, tu te retrouves à cet endroit-là spécifique dans la vidéo. Aussi, je t'encourage grandement à aller sur Facebook, liker notre page, à nous suivre sur Instagram et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir des liens pour tous ces réseaux sociaux-là dans la description. Tu pourras cliquer et simplement suivre, liker ou t'abonner. On part le bal avec Lignum Second Edition, qui est un jeu euro très lourd. Les joueurs représentent des bûcherons qui désirent en fait obtenir différents types de bois et les faire glisser dans une rivière pour qu'ils arrivent en fait à notre atelier. On va le couper puis on va pouvoir en fait soit remplir des contrats, soit se réchauffer la couenne pendant l'hiver ou tout simplement en fait le vendre directement. Le joueur qui a le plus d'argent en fin de partie gagne. C'est un jeu qui est super intéressant. Je dirais, il change pas la donne. C'est pas un jeu qui révolutionne le type gestion de ressources euro, mais quand même, il y avait quoi d'intéressant. Puis il y a vraiment différentes manières, je pense, de pouvoir gagner. On s'est énormément concentré sur les contrats que l'on accomplissait, mais je pense que si on commence à juste vendre tout le temps nos bois, et bon, tu peux acheter aussi des tuiles qui vont te permettre d'avoir des bonus, probablement aussi que ce serait une manière potentielle de pouvoir gagner. Je courrais pas pour le réessayer, mais si on me le propose, je dirais pas non. C'est pas un achat immédiat, mais il y a de quoi d'intéressant dans ce jeu-là, somme toute. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci. Et le jeu se nomme Periorbis, mais Periorbis est introuvable en fait sur le marché en détail. C'est un jeu qui a été fondé sur Kickstarter et c'est introuvable, ça passait en dessous du radar à cause de son historique qui est très particulier. Je pense que c'est ça. En 2014 ou en 2015, il y a eu une campagne Kickstarter pour pouvoir produire ce jeu-là et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Soit qu'elle a été annulée ou que bon, ils ont passé à travers les jours, ça n'a pas fonctionné, bref. On a refait une deuxième campagne Kickstarter pour Periorbis et cette fois-ci, ça a été fondé à 100%, un peu plus que ça, mais vraiment sur la peau des fesses par contre. Et ça a pris 2 ans pour produire ce jeu-là. Donc les backers, très frustrés, très amers, ayant une certaine anxiété de ne pas voir la couleur de leur argent, ont finalement reçu le jeu avec un peu d'amertume. Et il y a plusieurs petites problématiques au niveau des instructions dans le livre des règles. Des fois, ça peut être mal interprété. Mais somme toute, une fois que tu comprends toutes les règles, que tu vois en fait le jeu dans son ampleur, pour moi, ça a été vraiment une belle découverte, ce jeu-là, Periorbis. Le jeu emprunte une mécanique de placement d'ouvriers mixée avec gestion de ressources à long terme.
Les joueurs représentent des compagnies minières qui vont en fait se déplacer sur différents astéroïdes autour de la planète Terre et vont en fait aller chercher des minerais de ces astéroïdes-là. On va les ramener sur la planète et ça va nous rapporter des points et le joueur qui a le plus de points en fin de partie gagne. La mécanique de placement d'ouvriers est assez particulière et c'est probablement en fait la mécanique que j'aurais espéré trouver dans Anachronie. Parce que Anachronie en fait se voulait être un jeu où est-ce que bon, les joueurs pouvaient transformer leurs ouvriers, on pouvait avoir différents types d'ouvriers pour faire différents jobs, etc., etc. Mais malheureusement, ça a tombé un peu à plat pour moi quand j'ai réalisé qu'au final, ben, c'était juste comme 3 différentes couleurs, puis que bon, les 3 différentes couleurs, ben, ça va juste avoir une spécialité dans une affaire ou un autre, puis that's all. Alors que dans Periorbis, tes travailleurs, ben, ils se transforment en fait au courant de la partie. En début de round, on a l'opportunité d'aller acheter une carte. Et cette carte-là, on va l'associer avec un de nos disques qui sont des ouvriers numérotés de 1 à 7. Et quand on va prendre ce disque-là, eh bien, on va regarder la carte. Et la carte, en fait, ça peut être un employé qui a une force particulière dans la recherche scientifique, dans la construction de stations minières, etc., etc. Et on va le placer et, dépendamment de l'endroit où on le place, bien évidemment, son action peut être bonifiée par sa particularité à lui. Et ce qui est vraiment intéressant du jeu, c'est vraiment la planification à long terme, parce que on voit en fait tous les différents astéroïdes qui sont autour de la map, on les voit toutes de A à Z, on le sait qu'est-ce qui s'en vient, et sur chacune des astéroïdes, il y a une quantité limitée de production. Donc on va en fait produire de différents types de cubes, soit des cubes gris, des cubes blancs, puis des cubes noirs, puis dépendamment en fait de ton minier qui va être sur cette planète-là, ben, il va pouvoir miner plus de minerais ou moins de minerais, dépendamment de la couleur de ces cubes-là. Et ce qui est le fun en fait du jeu, c'est vraiment de voir ton plateau se transformer, de voir tes ouvriers devenir de plus en plus forts, ou en fait de voir comment est-ce que bon, il faut que tu changes en fait ces employés-là pour être capable de satisfaire un certain besoin que tu as immédiatement, que ce soit dans le transport des ressources ou encore justement comme je disais, faire de la recherche scientifique. Il y a vraiment un gros stock à gérer là-dedans et je trouve que c'est superbe ce jeu-là. Le plus gros défaut peut-être, c'est le temps d'attente qu'il y a entre le tour des joueurs et ça a probablement été un gros turn-off pour la deuxième game que j'ai joué de ce jeu-là, parce que les joueurs autour de la table étaient un peu, bon, avaient de la difficulté en fait à embarquer parce que ça prenait trop de temps de pouvoir en fait arriver à leur tour. Il y a beaucoup de gestion dans ce jeu-là et je dirais c'est un jeu qui n'est pas fait pour tout le monde, mais j'ai vraiment eu du plaisir à ce jeu-là. J'ai vraiment hâte d'y rejouer, puis je trouve ça dommage qu'il aille passer en dessous du radar. J'aimerais tellement ça que ce jeu-là reçoive en fait l'attention médiatique qu'il aurait dû avoir, parce qu'il y a vraiment de quoi d'unique, il y a de quoi de spécial, puis surtout dans le style euro, on a vraiment très peu de jeux qui offrent une planification à long terme, puis surtout une interaction où est-ce qu'il faut être attentif à ce que les autres joueurs vont faire, puis où est-ce qu'ils vont s'en aller. Vraiment beaucoup de belles qualités à ce jeu-là, qui est peut-être diminué par certains défauts qui sont un peu plus majeurs ou un peu plus... bon, tu sais, le temps d'attente, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas du tout dans le jeu de société. Mais dans ce jeu-là, bon, ça l'arrive. Mais somme toute, je suis déçu que ce jeu-là soit difficile à trouver. J'aimerais ça me trouver une copie, j'aimerais ça faire une critique de ce jeu-là. Bref, si tu as joué à Periorbis ou si tu en as entendu parler, laisse-moi savoir ce que tu en as pensé, je suis vraiment curieux. Un autre gros coup de cœur pour moi ce mois-ci, Railroad Inc., qui est un jeu en fait de Cool Mini or Not. C'est un roll and write mixé avec du Crayon Rails où est-ce que les joueurs vont avoir leur plateau et on va rouler des dés et les dés vont indiquer le type de rail que je vais placer sur ma grille personnelle. Un jeu vraiment cool. C'est vraiment un roll and write pour gamers parce que il faut considérer des choses à long terme. Il faut vraiment en fait bâtir son réseau de rails de façon stratégique.
Ça semble super simple a priori, mais après ça, ça devient un vrai casse-tête parce que là, il faut que tu fasses attention, il faut que tu considères qu'est-ce qui te donne des points, qu'est-ce qui t'en enlève. Les extensions d'ailleurs, dans le Deep Blue Edition puis le Flaming Red Edition sont super intéressantes pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup ce petit jeu-là. Puis si tu avais vu mon preview du Gen Con, j'avais dit que bon, je trouvais que c'était exagéré, mais finalement les 4 extensions sont complètement distinctes. Je comprends pourquoi ils ont fait 2 boîtes. Puis probablement que je vais m'acheter les 2 boîtes parce que ça va pas être super cher, ça va être à peu près une vingtaine de dollars. La seule affaire, c'est que ça arrive dans le mois de novembre seulement. Mais écoute, peut-être une critique qui s'en vient bientôt pour Railroad Inc. Un autre jeu qui est par Cool Mini or Not et qui est sorti au Gen Con, c'est Gizmos. Gizmos, qui est un jeu un peu, les gens l'ont comparé un peu comme un Splendor, mais engine building et avec des billes un peu à la potion explosion. Et je suis d'accord. Dans le fond, dans Gizmos, tu as un espèce de plateau de billes. Et là, le but, c'est en fait de prendre des billes d'une certaine couleur pour être capable d'aller acheter des Gizmos, fait des patentes à gosse. Et ces patentes à gosse-là, ben, tu vas pouvoir les assigner sur ton plateau personnel et chacune de ces patentes à gosse-là est reliée à une action que tu peux faire dans le jeu. Et en fait, ton Gizmos va te permettre de bonifier en fait cette action-là chaque fois que tu la fais. Ou, admettons, chaque fois que tu vas acheter un Gizmos d'une certaine couleur, ça va te donner un point de victoire. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Je trouve que c'est un jeu qui est super sympathique puis qui vraiment a eu un gros hype avec une certaine compréhension. La seule affaire, c'est que je me demande si le jeu va pas tomber à plat à un moment donné, parce qu'après quelques parties, ben, au final, la seule chose que tu réalises qui change, ben, c'est juste les couleurs de billes que tu prends. À travers les games, ben, tu réalises que, bon, ok, au lieu d'avoir, mettons, des billes jaunes que je dois récupérer le plus, ben là, ça va être les billes bleues, t'sais. Au lieu d'avoir des billes noires, ben, ça va être telle affaire, t'sais. Puis au lieu de faire telle action, ben, je vais faire telle autre action, puis that's it. Fait qu'à un moment donné, peut-être que ça peut peut-être tomber à plat, mais j'ai joué 2 parties, puis jusqu'à date, les 2 parties, j'ai quand même été très satisfait, puis j'ai trouvé ça le fun. C'est un jeu que je considère à acheter. Premièrement, pour le look, super beau. Vraiment intéressant aussi d'utiliser des billes comme ressource principale et aussi le sentiment d'accomplissement quand tu fais comme « Wow, j'ai fait telle action qui m'a permis de faire telle action et en faisant telle action, ça me permet de pouvoir avoir des billes, puis là, ces billes-là vont me permettre au prochain tour d'activer telle action qui va me permettre, tu sais, fait qu'il y a comme vraiment une espèce de engine building justement. Donc, tu construis ton engin, puis à un moment donné, plus que tu fais tes affaires comme du monde, plus que c'est récompensant et vraiment, moi, j'ai eu ce feeling-là à 100%. J'ai bien hâte de le réessayer, en fait. Maintenant que je te dis ça, là, je pense que j'ai bien hâte, là. 2 jeux que je combine ensemble et que j'ai parlé en fait le mois passé, un d'entre eux, Mythostel et Sherlock Holmes Détective Conseil. Mythostel, on a fait une 2e partie, puis aïe aïe, sérieusement, il y a comme tellement d'affaires qui sont hot dans ce jeu-là. C'est tellement bien écrit. Grosso modo, c'est un jeu d'enquête, un peu à la manière de Sherlock Holmes Détective Conseil. Sauf que c'est dans l'univers d'H.P. Lovecraft. Puis dans notre partie, on a trouvé en fait une petite fille que c'était un vampire. Puis que là, écoute, elle a comme commencé à faire trembler les chandelles. Puis que là, soudainement, on a trouvé un couteau. Puis que là, on se réveille, bam, on sait pas trop où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Mais on a un couteau, puis c'est le soleil est grand et levant. Puis on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Vraiment, là, j'ai eu des frissons pendant la partie. Ce qui est hot de ce jeu-là aussi, c'est que dans Sherlock Holmes Détective Conseil, tu fais un peu ton chemin comme tu veux. Mais dans celui-là, si tu vas à un endroit, il faut que tu considères en fait l'heure à laquelle tu y vas. C'est-à-dire, tu as 3 périodes de temps que tu peux y aller, souvent pendant le matin, l'après-midi et le soir. Et ça a une importance capitale parce que certains endroits vont te dire, si tu viens ici pendant le soir, tu vas devoir aller lire un autre texte. Fait que là, tu fais comme, oh my god, on va y retourner, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ce soir-là. Finalement, tu te rends compte que c'est peut-être juste, c'est peut-être juste de la bullshit, puis that's all, ou ça peut être quelque chose
d'épique qui peut arriver. Aussi, tu vas avoir des items. Dans le fond, c'est juste des cartes numérotées de 1 à 7. Puis, mettons, dans ce scénario-là, ben, la carte numéro 1, c'est une dague, par exemple. Et si tu as la dague, puis que tu t'en vas voir, je sais pas moi, une espèce de recherchiste à la bibliothèque, ben, après ça, tu as un autre texte juste en dessous qui dit si tu as la carte numéro 1, ben, lis ce texte-là. Fait que ça fait en sorte que des fois, tu vas aller dans des endroits pour aller récupérer des items ou pour faire X ou pour faire Y, et finalement, ça va te permettre d'aller un step plus loin, ce qu'il n'y avait pas nécessairement dans Sherlock Holmes Détective Conseil. Fait que Mythostel est superbe pour ça. Mais j'ai quand même eu le goût de réessayer Sherlock Holmes Détective Conseil. J'ai fait 3 scénarios au total. Et ce que j'adore de Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est l'espèce... Écoute, c'est large, c'est énorme comme jeu. Tu peux tellement aller dans différents endroits. C'est super bien écrit. Tu peux vraiment décider d'aller d'une direction ou dans une autre. Puis il faut vraiment que tu sois attentif à des détails. Des fois, il y a des gens qui vont dire telle affaire ou telle autre affaire, puis là, tu fais comme, bah, c'est pas grave. Mais finalement, ça a une importance capitale. Donc, tu sais jamais vraiment où tu dois t'en aller dans Sherlock Holmes Détective Conseil. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est addictif, ce genre de jeu-là, parce que tu as un sentiment de satisfaction, d'accomplissement quand tu réussis à répondre super bien aux réponses. Puis, écoute, tu le sais que tu battras jamais Sherlock Holmes, mais quand même, tu as vraiment un sentiment d'accomplissement qui est grand quand tu fais comme « Ouais, je l'ai réussi, j'ai réussi à trouver c'était quoi la réponse à cette question-là. » Puis les solutions, des fois, sont un peu époustouflantes. Des fois, tu fais comme « Ok, c'est un peu tiré par les cheveux. » Mais c'est le fun, c'est super le fun. Puis c'est sûr que je vais passer probablement à travers la première boîte parce que j'ai réussi à trouver une copie de la première boîte. Et je vais passer à travers, c'est sûr, je vais probablement faire la deuxième puis la troisième. Bref, à suivre. Un autre duo de jeux que j'ai joué ce mois-ci, eh c'est un Kickstarter qu'on a reçu à tous les backers ce mois-ci, et je parle bien de Brass Lancashire et Brass Birmingham. J'ai joué aux deux. Brass Lancashire, j'ai joué plusieurs parties si on considère l'ancienne édition, alors que Brass Birmingham, j'ai joué qu'une seule partie. Je dois avouer que présentement, mon cœur reste avec Lancashire. J'adore l'interaction que ce jeu-là présente. Je trouve que c'est tellement le fun, en fait, de pouvoir profiter des autres qui installent des ports sur le plateau. Aussi, la section des navires que l'on peut construire qui vaut rien du tout, mis à part des points. Je trouve que la dynamique de jeu est super intéressante parce que tu as vraiment, en fait, différentes choses à considérer. Ton ordre de tour, mais aussi ce que les autres joueurs produisent, le timing dans lequel tu vas construire tes choses. Aussi, en fait, les gens ont critiqué que c'était souvent une course à rare, mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai déjà eu plusieurs parties où est-ce que, bon, les joueurs gagnaient parce que, bon, ils ont installé beaucoup de différentes usines à coton ou encore leurs navires sur le plateau, ça leur donnait plusieurs points. Et ça reste encore mon préféré parce que dans Birmingham, oui, tu as différentes options, oui, tu peux aller dans différents endroits, mais c'est vraiment plus individuel, c'est vraiment plus euro-moderne, je dirais, parce que les joueurs vont rester un petit peu dans leur section du plateau. On va en fait plus être dépendant des marchés centraux. C'est même pas central, en fait, c'est dans les extrémités du plateau. Tu sais, de dire que c'est moi une course à rail, c'est pas vrai, là, au final. Tu fais autant de points, sinon plus, avec tes rides dans Birmingham que dans Lancashire. Oui, ok, tu peux avoir différentes manières de scorer des points, mais ça reste que on va quand même essayer de maximiser, puis il y a l'effet de course puis d'installation le plus rapidement possible à différents endroits est moins important, je trouve, dans Birmingham que dans Lancashire. Puis je trouve que Birmingham, je sais pas, j'ai comme pas eu j'ai trouvé que c'était le fun, mais c'était pas aussi entertainant, c'était pas aussi enlevant que dans Lancashire. Moi, quand je joue à Lancashire, je suis toujours en fait au bout de ma chaise, puis j'espère que les joueurs vont faire ce que je pense. J'espère que je vais avoir le temps ou l'opportunité de pouvoir faire telle ou telle affaire. Puis je vais calculer aussi combien est-ce que les joueurs veulent placer en fait pour ce tour-ci. Je vais calculer combien d'argent que j'ai, combien est-ce que je vais faire au prochain tour. Alors que dans Birmingham, tu sais, écoute, que je sois premier, deuxième, troisième, quatrième, ça avait plus ou moins d'importance parce qu'au final, bon, je pouvais quand même faire mes trucs, puis j'arrivais quand même à destination au final. Ça se peut que je me trompe parce que c'est quand même juste une première partie,
Mais ça reste que mon feeling de Birmingham de première partie de Birmingham n'a pas été le même feeling que ma première partie de Lincolnshire. Puis je trouve ça dommage en fait que les joueurs soient en plus tendance à favoriser Birmingham sous l'excuse que c'est moins une course à rails. Comme j'ai dit, c'est pas vrai, tu fais quand même des points avec des rails. Puis bref, écoute, j'ai envie de réessayer Birmingham, j'ai envie de voir jusqu'à quel point que les deux jeux sont différents encore, puis peut-être que je vais favoriser Birmingham dans le futur, qui sait. Un autre jeu du Gen Con, et lui a peut-être passé en dessous du radar, ça nous vient en fait de Bruno Fiduti et d'un auteur japonais que malheureusement j'ai de la difficulté à prononcer son nom, Greedy Kingdom, qui est un jeu en fait à 2 joueurs, planification, programmation, où est-ce qu'on va avoir en fait des cartes avec des personnages, et ces personnages-là en fait vont nous permettre d'aller acquérir des ressources. L'affaire c'est que le joueur adverse va aussi avoir les mêmes personnages, et en fait l'attaquant qui est moi, mettons pendant mon tour, je vais placer en fait les différents personnages devant moi que je veux activer, et le joueur qui est le défenseur, c'est-à-dire le joueur adverse, va placer aussi les personnages qu'il pense que moi j'ai placés. Et donc si je tourne par exemple le voleur et que tu avais placé le voleur pour te défendre, et bien mon voleur est inactif, donc je ne pourrais pas activer en fait cette carte-là. Donc il y a comme un double thinking à faire avec l'autre joueur, donc tu essaies de voir qu'est-ce que l'autre joueur veut faire, où est-ce qu'il veut s'en aller, est-ce qu'il est en train de me bluffer, est-ce qu'il veut vraiment aller dans cette direction-là? Puis surtout, bon, s'il me bloque telle carte, est-ce que je vais quand même être capable de pouvoir activer, mettons, mon roi, par exemple? Super jeu le fun. On a vraiment la petite saveur Bruno Fiduti, où est-ce qu'on a des cartes un petit peu chaotiques qui peuvent apparaître. C'est vraiment, vraiment le fun, ce jeu-là. Sérieusement, je trouve ça plate qu'il ait passé en dessous du radar. C'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde nécessairement, mais tu sais, juste assez unique puis assez original pour avoir fait une petite marque, une petite coche hein, dans mon petit cœur du jeu de société. Prochain jeu que j'ai joué, Junkimono. Junkimono, en fait, c'est un jeu de placement de tuiles abstrait où est-ce que les joueurs vont scorer des points selon, en fait, le nombre de tuiles comportant les couleurs similaires sur le plateau. Donc, par exemple, si je place une tuile puis que, bon, je crée un réseau de 5 petits carrés jaunes, mais je ferai 5 points, par exemple. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, c'est cool. Ça joue jusqu'à 5 ou 6 joueurs. On a joué à 2 joueurs seulement. Mais je pense que c'est un jeu qui mérite en fait d'être joué à plus de 2 joueurs pour l'interaction qui est présentée. Mais aussi, bon, pour la course, il y a comme une espèce de course aussi par rapport à d'autres choses que des points parce que tu as comme des tracks pour les différentes couleurs. Puis le premier joueur qui arrive à un certain moment, en haut de cette track-là, va pouvoir récupérer une tuile de points qui va scorer des points en fin de partie. Super intéressant comme jeu, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça m'a fait beaucoup penser à Chin de Rainer Knizia, que j'ai trouvé super intéressant d'ailleurs, Chin. Mais je dirais en fait, peut-être j'ai préféré Junkimono pour en fait sa diversité et sa variété. Je ne suis pas un grand fan de jeux abstraits, mais celui-là, j'ai trouvé super intéressant, assez pour me demander si je me le procure pas. Je trouve que bon, ça se présente super bien, il est super facile à comprendre, super facile à apprendre, difficile à maîtriser, encore une fois, pour une autre qualité des jeux abstraits. L'esthétique du jeu est super belle, vraiment un beau petit jeu dans une belle petite boîte, Junkimono. Parlant de Rainer Knizia, j'ai joué à Blue Lagoon qui est sorti au Gen Con. Blue Lagoon, on a joué encore une fois juste à 2 joueurs. J'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai trouvé ça un peu moche, j'ai trouvé ça un peu flat, ça tombait un peu à terre. Dans le fond, dans Blue Lagoon, c'est vraiment une espèce de placement, un petit placement en fait de jetons où est-ce qu'on va faire des chemins en fait d'une île à une autre et on va récupérer en fait différentes ressources qui sont sur ces îles-là. On va aussi installer des petites maisons, des petites huttes pour que dans la deuxième phase du jeu, on peut s'installer en fait nos ouvriers à partir de ces endroits-là plutôt que où est-ce qu'on veut sur le plateau. On va aussi compter la majorité, donc dans le fond le joueur qui a le plus de petits jetons sur une île va scorer des points selon cette île-là.
C'était cool, c'était intéressant, mais ça sort vraiment pas du lot. C'est vraiment, c'est très correct comme jeu, c'est sans plus ni moins. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai trouvé que les gens ont été très emballés par l'esthétique de ce jeu-là. Mais au final, quand tu y joues, ben, tu sais, ça tombe un peu à plat. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de hype pendant la partie. Peut-être que je me trompe et qu'à 3-4 joueurs, là, on commence à jaser puis on est plus en considération de ce que les autres vont faire. Mais vraiment, à 2 joueurs, on avait l'impression vraiment de faire notre petite affaire chacun de notre bord, puis ça s'éteignait là. Écoute, peut-être que ce serait intéressant d'y rejouer à 3-4 joueurs, mais en même temps, il y a tellement de jeux présentement qu'il faut que je joue. Je sais pas, je vais me permettre de prendre le temps de jouer à ce jeu-là à 4. Finalement, le dernier jeu que j'ai joué qui était à Gen Con cette année, c'est Everdell. Hein? Everdell, le jeu que tout le monde a parlé à cause du plateau qui est un arbre, l'esthétique de ce jeu-là qui est extraordinaire. Quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, aïe, c'est un mash-up entre 2 films de mon enfance qui étaient mes préférés, c'est-à-dire Ferngully et Il était une fois la forêt avec la belle Abigail, la petite souris, elle était bien cute. Puis dans Ferngully, écoute, t'avais le tu sais pas de quoi je parle, si t'as pas écouté le film, c'est pas grave. C'est pour vrai, vraiment, l'esthétique est géniale. Et puis quand tu commences à jouer, ben j'ai comme tombé à plat vraiment. Je le sais que beaucoup de gens ont apprécié ce jeu-là fois 1000. Mais pour moi, j'ai eu l'impression de faire la même chose que je fais dans Agricola, puis un petit mix avec London, Terraforming Mars à la limite. Puis le plateau, en fait, en arbre, j'ai trouvé qu'il était plus encombrant que d'autres choses parce qu'au final, tes bonhommes, tes petits ouvriers tombent tout le temps. Fait que là, tout le temps, ok, je vais les replacer, je vais les replacer, je vais les replacer. Et là, tes cartes, en fait, objectifs à long terme, faut tout le temps que tu te lèves, tu fasses comme ah, ok, c'est ça qu'elle fait, parfait. Fait que tu sais, c'est vraiment juste là pour l'esthétique. Puis c'est beau, mais tu sais, sans plus ni moins. Puis écoute, j'ai vraiment été déçu, je pense, de ce jeu-là. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Peut-être que bon, j'ai mal joué ou peut-être que ça a vraiment pas levé dans mon cœur, Everdell. Pourtant, je voulais vraiment, hein, j'avais le goût de vivre Abigail, j'avais le goût de vivre Ferngully dans mon cœur. Ça n'a pas marché. Puis probablement la raison pour laquelle ça n'a pas été un succès personnel, Everdell, c'est probablement parce que ben, j'ai joué à beaucoup de jeux. Puis je le sais qu'il y a des gens qui n'ont pas joué, qui n'ont pas nécessairement autant d'expérience de jeu que j'en ai. J'ai joué à vraiment toutes sortes de jeux, puis à un moment donné, quand tu arrives devant Everdell, ben, tu dis « Ouais, c'est cool, mais ça ressemble à d'autres jeux ou d'autres jeux qui font autant la job, sinon mieux, pour moi, personnellement. » Puis, un moment donné, je réalise que tous les jeux que j'ai dans ma bibliothèque, mais j'ai pas envie d'avoir des doublons. J'ai comme plus envie d'avoir un jeu que je fais comme ben tu sais j'ai lui que tu sais je fais tu sais c'est super bon comme jeu puis j'ai lui que c'est super bon comme jeu mais je vais quand même jouer à lui plus souvent que l'autre. Puis quand ça arrive, ben je me dis ben peut-être que celui que j'ai pas envie de jouer au final, ben je vais le sortir de ma bibliothèque. Tu sais, il y a aussi l'effet de la nouveauté, hein, l'espèce de culte du nouveau qui est perpétuellement là dans le jeu de société. Puis qu'à un moment donné, on se perd dans les nouveautés, puis on se perd, puis on n'est plus capable de voir, ok, quel jeu vraiment est nouveau, qui te permet en fait de réexpérimenter le jeu de société sous une nouvelle forme. On aime ça aussi avoir de quoi qui est pas qui est redondant, mais pas répétitif, mais qui se ressemble beaucoup. J'ai l'impression souvent qu'il y a beaucoup de joueurs, puis c'est correct, là, c'est normal, là, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, t'sais. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment ça, jouer un jeu, puis avoir le feeling que, bon, ok, on comprend le jeu de la première partie, puis bon, ça ressemble à tel autre jeu, fait qu'on est capable, en fait, d'être familier avec tout l'aspect du jeu en tant que tel, de façon super structurée. Puis que ça cause pas de problème. Puis ça, c'est correct parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, puis il faut apprécier ça, en fait, du jeu. Il faut être capable d'utiliser, en fait, notre expérience et notre connaissance antérieure pour l'amener d'une manière différente, pour l'avoir sous un autre aspect. Puis malheureusement, moi c'est ça, c'est peut-être juste que j'aime pas ça faire ça, j'aime ça quand un jeu me sort complètement de ma zone de confort, puis que je suis complètement déstabilisé par ce jeu-là. C'est probablement ça en fait qui m'a déçu d'Everdell, c'est que j'ai fait vraiment, ben écoute, je suis devant ça, puis
j'ai pas été... il n'y a rien qui m'a charmé parce que, tu sais, au final, j'étais dans des pantoufles. J'aime pas ça être dans des pantoufles, autant dans le jeu en général que dans ma vie personnelle. J'ai besoin tout le temps de me challenger, de me donner des nouveaux défis. Pas que les joueurs qui veulent jouer à des jeux similaires n'aiment pas les nouveaux défis. Mais on dirait que pour moi, si un jeu m'apporte pas quelque chose de nouveau, ben j'ai aucun intérêt pour celui-ci. Et c'est probablement une maladie que j'ai personnellement, puis il va falloir que je m'améliore là-dessus. Je suis désolé pour vrai. Power Grid de Friedman Freeze est un jeu en fait où est-ce que les joueurs représentent un peu des compagnies d'électricité qui veulent s'expansionner sur le territoire des États-Unis et offrir le plus d'électricité au plus de gens possible. Et en fait, le joueur qui va avoir atteint un certain nombre de stations électriques gagne la partie. C'est un jeu qui a été énormément complimenté par plusieurs personnes que je connais. C'est un jeu que je n'avais pas encore joué. Fait que quand je me suis assis devant le jeu, j'avais bien hâte de voir. Surtout l'esthétique, je trouvais qu'elle était quand même attirante, malgré un peu que ce soit fade. Je trouvais qu'il y avait de quoi de cool, d'intéressant. Puis malheureusement, encore une fois, j'ai été très déçu par le jeu. J'ai trouvé que c'était d'un plat, là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Tu sais, au final, c'est comme s'il y avait comme beaucoup de structure puis de planification à long terme, puis que la seule manière qu'on a décidé en fait de mettre un peu de chaos là-dedans, c'est de dire ben écoute, on va gâcher des cartes qui vont permettre de pouvoir créer des différentes ressources. Ben on va les gâcher, puis regarde, on va faire une enchère là-dedans, puis d'attendre. Puis j'ai trouvé ça un peu. Tu sais, j'ai trouvé ça redondant, j'ai trouvé ça que, tu sais, au final, c'était très prévisible qu'est-ce qu'il y avait à faire, tu sais, dans le sens parce que moi, le dernier tour, mon avant-dernier tour, j'ai rien fait, j'ai juste accumulé mon argent pour qu'au dernier tour, je puisse être le premier à jouer, puis j'ai expansionné partout, puis j'ai comme pété la maison. Écoute, j'avais comme 21 maisons, mais j'aurais pu facilement en mettre 22, 23, 24 maisons. Ça avait vraiment été un peu plate, tu sais, j'ai vraiment trouvé que c'était comme très prévisible. J'ai fait comme, ben écoute, je vais faire ça, puis c'est sûr que je gagne anyway, parce que je suis le premier joueur. Puis ça finit vraiment sur un espèce de queue de poisson que, ben écoute, ah ok, t'as gagné, tu sais. On a été un peu très déçus, je dirais, là, tu sais, ça n'a pas levé pantoute. On a trouvé ça très très moche. Par contre, on m'a dit que bon, faut que tu joues plusieurs fois, il faut que tu joues avec des joueurs expérimentés pour vraiment voir le potentiel de ce jeu-là. Mais malheureusement, j'ai pas été assez charmé pour ma première partie pour essayer ce jeu-là. Écoute, si à un moment donné, je me dis je vais lui donner une deuxième chance, why not? Mais pour l'instant, comme j'ai dit avant, il y a trop de jeux à essayer, puis il faut que je clenche. Un jeu que je me suis procuré ce mois-ci qui est passé en dessous du radar, ça s'appelle Let's Make a Boss Route. Let's Make a Boss Route, c'est un genre de Welcome to où est-ce qu'on va piger une carte et là après ça on va devoir en fait dessiner ou écrire selon les cartes qui ont été pigées. Mais dans ce jeu-là, plutôt que d'avoir sa feuille personnelle, eh bien on a un plateau commun où est-ce qu'à tour de rôle, les joueurs vont en fait piger une couleur et la couleur de la carte va indiquer le type de chemin qu'ils vont devoir faire avec leur autobus. Puis sur chacun des plateaux des joueurs, eh bien les couleurs sont différées. Fait que si, admettons, je suis le premier joueur, je pige une carte rouge, ben moi, ma ligne rouge, ça va être comme deux lignes straightforward, fait qu'une à la suite de l'autre, alors que le prochain joueur, ça va juste être une ligne, et que l'autre joueur, ça va être une espèce de L, et etc. Puis évidemment, on veut éviter en fait de passer à travers les routes que les autres joueurs ont faites parce que ça crée du trafic. C'est vraiment cool comme jeu. Sérieusement, j'ai bien gros eu du fun. J'aimerais ça essayer à plus que 2 joueurs. On a juste joué à 2 joueurs, mais c'est vraiment intéressant. Le fait qu'on utilise le principe, bon, ok, de network building, mais qu'on le rend commun à tout le monde autour de la table, puis qu'il faut vraiment y aller en considérant qu'est-ce que les autres joueurs ont fait comme route. J'ai trouvé ça super le fun, puis évidemment, bon, quand tu t'en vas d'un point A à un autre point, ben là après ça, la destination où tu t'en vas, ça va te permettre en fait de récupérer différents ressources, entre guillemets, c'est-à-dire tu pourrais avoir des personnes âgées, tu pourrais avoir des étudiants, tu pourrais récupérer des touristes, puis une fois que tu t'en vas en fait dans un site d'attraction touristique, ben tu déposes tous tes touristes, ça va te donner des points. Il y a des travailleurs qui doivent aussi aller dans des stations
de métro et quand ils s'en vont dans cette station de métro-là ou station de train, eh bien, tu vas récupérer des points par rapport à ça. Comme j'ai dit, si tu t'en vas à travers les routes qu'un autre joueur a placées, tu crées du trafic, donc tu peux perdre des points potentiellement à la fin de la partie. Il y a vraiment un beau complément en fait au Draw, Roll and Ride qu'on voit habituellement. Ce qui est plate, c'est qu'il n'est pas très disponible. C'est un jeu qui est japonais, évidemment. Mais j'ai vraiment été content de pouvoir me récupérer cette copie-là. Et j'ai envie, en fait, de le partager à tout le monde parce que c'est super simple comme jeu. Tout le monde peut y avoir accès. Mais le casse-tête vient vraiment quand il faut que tu jumelles, en fait, qu'est-ce que les autres joueurs vont faire à qu'est-ce que toi tu vas faire parce que tout le monde est sur le même plateau. Et ça crée une belle interaction entre les joueurs. Finalement, le dernier jeu que j'ai joué, ça se nomme Dungeon Alliance. Et Dungeon Alliance, c'est un jeu qui était sur Kickstarter, qui vient de terminer, je pense, il y a eu quelques jours. C'est un jeu qui a eu une campagne auparavant et que là, on avait maintenant une nouvelle campagne pour l'extension qui sort. C'est un jeu qui se veut être un dungeon crawler, un peu à la manière de Mage Knight, où est-ce qu'on va avoir du deck building, sauf que, contrairement à Mage Knight, où est-ce qu'on a un seul Mage Knight à déplacer puis à gérer, ben là, tu en as 4. Puis dans le fond, un round, c'est super simple, c'est de faire une action par différents personnages. Et une fois qu'on a fait nos 4 actions, ben là, après ça, on termine le round, on passe au prochain. Et là, après ça, on a comme 4 rounds au total. La personne qui a le plus de points en fin de partie gagne. Ton XP que tu récupères en tuant des monstres, eh bien, ça va être l'XP que tu vas devoir utiliser pour récupérer des cartes. Et ce qui est intéressant, en fait, du jeu, c'est vraiment le fait que chaque personnage que tu as a des symboles, comme par exemple, je sais pas moi, il pourrait avoir un bouclier. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si tu as plein de personnages avec des boucliers, puis que tu achètes une carte avec un bouclier, ben là, tous tes personnages vont pouvoir utiliser cette carte-là. Mais le problème, c'est que faut que tu gères le fait que si tu la joues avec un seul personnage, ben tu ne pourras pas la récupérer pour jouer avec un autre joueur, avec un autre héros. C'est vraiment super intéressant, je dirais. Puis il y a une autre mécanique qui est intéressante dans le jeu. À la fin, en fait, d'une activation de héros, après que tous les joueurs aient activé chacun un héros, et bien là, après ça, on va activer un monstre de notre choix sur le plateau, parce que les monstres ont les mêmes statistiques que les héros, c'est-à-dire du déplacement, de la force, une protection, puis finalement, en fait, un nombre de points de vie. Et on va activer, en fait, un monstre. Ça pourrait être un monstre que l'on va activer proche de nous pour éviter qu'un autre joueur l'active pour nous créer des problèmes, ou justement activer un monstre qui est à côté d'un autre joueur pour lui créer des problèmes puis qu'on puisse endommager un peu ses personnages. C'était vraiment cool comme expérience, mais c'était trop long. Vraiment, ça nous a pris à peu près 3h30. On était juste 3 puis on n'a même pas eu le temps de finir la partie. Je dirais aussi qu'il y a eu beaucoup de petites choses fiddly qu'on n'a pas compris puis qu'à peu près en 2/3 de la partie, on a fait comme « Ah, ok, c'est comme ça que ça se joue. » Fait que ça fait en sorte que c'est un peu... Ça ruine un peu l'expérience de jeu, mais c'est le genre de jeu que j'aimerais ça réessayer pour voir, en fait, pour voir justement, est-ce que le jeu mérite toute l'attention, est-ce que c'est un jeu que je me procure ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment long, puis ça a été ça la plus grosse déception, peut-être juste, c'est que ça nous a pris beaucoup de temps, puis on n'avait même pas encore fini la partie, mais maintenant qu'on connaît les règles, probablement ça nous prendrait moins de temps. Ceci étant dit, il faut trouver les joueurs qui sont prêts à investir autant de temps et qui sont prêts à accepter un jeu de cette lourdeur-là, somme toute. Mais vraiment, superbe jeu. Écoute, c'est ce qui conclut la partie jeu de société. Et maintenant, on passe à ce qui s'est passé dans le mois d'août pour moi. Alors, ça a été un peu un mois frustrant et très décevant. J'étais censé, en fait, aller faire un séminaire avec Patch Adams, qui est le premier docteur clown. On a fait un film sur lui, pas on, l'école du jeu, mais tu sais, la culture cinématographique, en 96, et c'était avec Robin Williams. C'est un peu une histoire romancée de ce qui s'est passé pendant son parcours universitaire. Et j'étais censé aller faire ça du 17 au 24 août à l'Institut Gesundheit, qui est une des seules cliniques aux États-Unis qui offre des services médicaux entièrement gratuits, et ce, à tout le monde qui désire y aller. C'est un homme extraordinaire, Patch Adams. Si vous ne le connaissez pas, c'est un gars qui a le cœur sur la main, qui va aider, qui est souriant, qui a vécu des choses horribles, mais qui, à travers tout ça, s'est toujours relevé, puis a toujours trouvé le positif derrière ça, qui a été
es capable en fait de croissance personnelle et spirituelle. Vraiment, là, j'avais hâte d'aller faire ça. Ça faisait des années que je planifiais de faire ça après mes études. Et malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'assurance emploi puis le chômage. Ça m'a grandement déçu de pas aller faire ça. J'ai eu, en fait, ça a pris plus de temps que prévu à aller récupérer mon argent. Ça m'a vraiment dérangé. Je voulais en parler pendant mon Quoi de neuf du mois de juillet que j'allais aller là-bas, mais encore là, il y avait comme certaines incertitudes et j'ai bien fait de ne pas en parler parce que finalement, ça s'est pas produit. Mais écoute, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, puis que bon, probablement dans les prochains mois, pas dans les prochains mois, probablement l'été prochain, ça pourrait être quelque chose que je pourrais considérer. Bref, on va voir. Les problèmes financiers aussi font en sorte que j'ai pas pu faire autant d'activités que j'aurais voulu faire pour profiter de mon été, étant donné que je suis professeur, on a 2 mois de vacances, et si tu penses que les professeurs font rien pendant 10 mois de temps, c'est pas vrai. On a tellement de travail sur la planche, on fait des 60-70 heures semaine, donc quand on arrive à l'été, c'est sûr que ça fait du bien un peu juste de pouvoir profiter en fait de ce moment-là que tu n'as pas nécessairement eu avec ta famille, avec à faire différentes activités. Tu peux pas prendre des semaines de vacances, en fait. Oui, ok, tu suis un peu l'horaire, tu sais que tu as 2 semaines pendant Noël, puis pendant la semaine de relâche, mais ça reste quand même que tu n'es pas tout à fait en vacances, tu es tout le temps en train de faire la correction, de la préparation. Fait que ton 2 mois d'été, il est le fun pour pouvoir juste profiter de ça. Mais malheureusement, comme j'ai dit, ça n'a pas été possible pour moi à cause des problèmes financiers qui se sont présentés. Et là, j'ai été en fait à mon affectation où est-ce que bon, on va donner les différents contrats et j'ai eu une belle surprise parce qu'il y avait une école en fait à laquelle j'avais beaucoup envie de travailler qui accueille en fait des jeunes ayant une déficience visuelle, soit partielle ou complète. Donc moi, j'ai un contrat en enseignement d'anglais là-bas. Je me suis découvert une passion dernièrement aussi, un intérêt très grand pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle, déficience visuelle, autisme, bref, à besoins particuliers. Je trouve que c'est génial de pouvoir en fait juste leur offrir un moment de bonheur, puis de leur partager une joie, puis un rire, puis de les voir sourire aussi, puis pour qu'un instant ils puissent être capables de filer qu'ils sont normaux, puis que leur particularité ne les empêche pas de pouvoir vivre et bénéficier de la vie. C'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, donc quand j'ai eu ce poste-là, j'ai été super ravi et par la suite, j'ai été capable de pouvoir compléter ma tâche avec un autre contrat qui est dans une école secondaire où est-ce que je vais enseigner l'anglais de secondaire 5, donc de fin de lycée, je pense, à des jeunes qui ont malheureusement échoué l'année dernière, donc qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme d'études secondaires. Et donc, moi, je vais leur enseigner en fait le programme d'anglais en 5 mois. Donc, c'est un programme qui est très intense. J'y vois 2 fois par semaine. C'est des blocs de 3 heures, donc beaucoup de préparation. Mais j'ai vraiment hâte parce que, bon, justement, c'est des jeunes qui ont été un peu brisés par leur échec. Et j'ai envie, en fait, de leur offrir plus, puis de leur offrir, en fait, une ouverture par rapport à leur échec, mais aussi par rapport à leur frustration. Puis de leur offrir aussi un enseignement de qualité qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement eu à cause de certains professeurs ou de la relation qu'ils avaient qu'ils entretenaient avec leurs anciens enseignants au secondaire. Bref, je viens de commencer puis j'ai vraiment du fun. J'espère que ça va bien se passer. On a fait, moi et ma femme, un paiement, un dépôt pour obtenir un nouveau Golden. Donc Winnie ne sera plus seul. Il va être accompagné maintenant d'un autre chien et le nom auquel on a pensé, c'est Banane. Et c'est pas une blague. Pourquoi Banane? Ben, c'est parce que, en fait, comme j'ai dit auparavant, Winnie fait de la zoothérapie et souvent ma femme rencontre des gens qui ont certaines difficultés au niveau du langage. Donc, il fallait trouver un nom qui est quand même facile à dire. Et on s'est dit Banane, c'était drôle, premièrement à cause de la couleur du poil qui est très blond, à la limite jaune. Mais aussi, bon, c'est très drôle de dire ça. C'est un mot qui est facile à dire pour les gens qui ont de la difficulté. Maintenant, si ça t'intéresse de nous donner des suggestions pour ce prochain chien-là, pour ce prochain petit Golden, libre à toi. Qu'est-ce que tu penses de Banane? As-tu d'autres idées? Est-ce que tu trouves que c'est correct comme nom? Est-ce que tu trouves qu'on ridiculise le chien puis tu vas appeler la PETA? Fais pas ça pour vrai, là, je veux dire, on prend soin de nos chiens. Là. Mais blague à part, écoute,
Si ça t'intéresse de nous partager tes idées ou même de me dire ce que tu penses de banane, pour vrai, why not? J'ai bien hâte d'entendre ton opinion là-dessus. C'est ce qui conclut mon Quoi de neuf du mois d'août. Alors, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça a pu être enrichissant de quelconque manière, soit au niveau ludique ou aussi au niveau de ma vie personnelle. Et comme j'ai dit, si tu trouves que la partie en fait personnelle est de trop, que je devrais juste me concentrer sur les jeux, fais-moi signe. Dis-moi ce que tu penses aussi, si ça t'a intéressé cette partie-là, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Et surtout, en fait, continue à nous suivre. On apprécie beaucoup, en fait, l'interaction, encore une fois, qu'on a avec nos abonnés. Et surtout, merci énormément du temps que tu nous offres. Et c'est maintenant à toi, en fait, de pouvoir parler. Dis-nous ce que tu penses, en fait, de ces différents jeux que j'ai parlé. Dis-nous tes coups de cœur aussi du mois d'août. Et surtout, en fait, s'il y a des jeux que tu aimerais que je couvre face à tous ceux que j'ai mentionnés, eh bien, fais-moi signe. Ça va me faire plaisir de pouvoir le faire. Alors voilà, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!